Bonjour, ici c'est Chancela Tchala. Nous poursuivons dans notre série de podcasts sur l'histoire de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas congolais, vous êtes africain, vous êtes francophone, de partout vous êtes dans le monde, sachez que la RDC dans sa partie est fait face à l'insécurité qui perdure depuis 30 ans désormais, une insécurité qui a débuté lors du massacre de Rwandais en 1994. Le Rwanda, c'est les pays voisins de la RDC dans sa partie est. Alors quand il y a eu cette guerre interne entre le peuple rwandais, tellement c'était stratégique, c'était déjà défini en avance de pouvoir envahir l'est de la RDC. À l'époque, c'était les Zaïre. Paul Kagame a poussé, parce que Paul Kagame, c'est lui qui était en tête de la milice Tutsi qui a déstabilisé le Rwanda et qui a déstabilisé l'ensemble de la partie est de la RDC il y a 30 ans désormais. Quand ils sont arrivés au pouvoir au Rwanda, ils ont pourchassé des Hutus qui étaient majoritaires au Rwanda, des Hutus qui se sont réfugiés à l'est de la RDC sur demande de la communauté internationale qui a demandé à l'époque au président Mobutu, le président du Zaïre, de pouvoir ouvrir ses portes pour recevoir ces réfugiés. En réalité, le président du Zaïre ne savait rien, on ne pouvait peut-être pas s'imaginer la suite dramatique de la situation. Aujourd'hui, pour essayer de peaufiner ce qu'on a parlé ou ce qu'on essaie de rapporter auprès de vous par rapport à ces livres Holocauste au Congo et surtout par rapport à Mobutu qui ouvrait en 1994 les portes du Zaïre au peuple rwandais, nous nous sommes rendus compte que Mobutu n'était simplement pas très bien informé de la situation, ou peut-être ses partenaires habituels, comme c'est le cas avec le pouvoir actuel d'ailleurs, ses partenaires habituels de l'époque, les États-Unis, lui avaient caché ou ne voulaient plus de lui. Alors la meilleure des manières, c'était de pouvoir faciliter l'arrivée de ces Rwandais qui sont qualifiés des génocidaires à l'est du Congo. Comme ça, le Rwanda aura, la Libye aura une raison de pouvoir envahir l'est de la RDC, soi-disant pour traquer ces génocidaires. Alors, j'ai toujours posé la question à ceux qui évoquent cette question des génocidaires qui sont arrivés à l'est du Zaïre, actuellement le Congo. Les Hutus sont toujours là, ils constituent un danger permanent pour le Tutsi au Rwanda, tout ça. J'ai toujours posé la question, ces Hutus-là, quand ils ont fui le Rwanda pour l'Est de la RDC, ils avaient quel âge? Et aujourd'hui, ils en ont combien pour continuer à être vivants et à revendiquer les mêmes choses? Comme pour vous dire que c'est simplement du mensonge perpétré par le Rwanda, appuyé par la communauté internationale pour continuer à piller les minéraux de la RDC. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette situation ne restera pas éternelle. Au fur et à mesure les jours passent, les Congolais apprennent un peu plus de la situation et surtout cherchent à pouvoir se positionner et à se responsabiliser face à la question de nous mettre ensemble comme un seul homme, de pouvoir nous battre pour la survie de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. On s'est arrêté la dernière fois sur les seconds chapitres de Holocauste au Congo. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons ajouter une nouvelle partie du livre C'est tueur Tutsi. Je vais les présenter dans un instant. Restez pour suivre. Le deuxième chapitre s'intitule Les déploiements militaires anglo-américains au Rwanda. Je poursuis là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, où je parlais de Bill Clinton qui expliquait avoir dépêché une mission humanitaire composée spécifiquement de militaires américains à l'est de la RDC, mais aussi au Rwanda, soi-disant pour stopper l'hémorragie génocidaire. Mais en réalité, en cette période-là, les génocides étaient déjà terminés, la paix semblait revenir déjà au Rwanda, donc rien ne justifie la présence des militaires américains sur le sol rwandais. En réalité, ces militaires déguisés en humanitaires étaient venus pour continuer à former l'armée terroriste rwandaise ou les miliciens, j'allais dire, du FPR qui était dirigé par Paul Kagame, afin que ces Tutsis soient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, surtout à l'est de la RDC. Suivez la suite de la lecture. Alors, dans l'après-midi du 29 juillet 1994, j'ai demandé au général Jules Verne, commandant en chef des troupes américaines en Europe, en plus des opérations secours qu'il menait déjà à Goma, au Zaïre et à Entebbe en Ouganda, de déployer immédiatement un contingent de forces américaines d'environ 200 hommes à l'aéroport de Kigali.
Ces forces ont commencé à arriver le 30 juillet 1994. D'autres forces d'Australie et du Royaume-Uni sont également engagées dans cet effort à Kigali. Au cours de cette phase initiale de l'opération Super Hope, les États-Unis et d'autres nations engagées établiront et feront fonctionner une base logistique pour soutenir les opérations de secours humanitaires du HCR. Manifestement, les traditionnels alliés des États-Unis, à savoir la Grande-Bretagne et l'Australie, sont aussi de la partie. En observant les cartes de direction du renseignement militaire français, on découvre effectivement la présence des troupes américaines, britanniques et néo-zélandaises et australiennes qui, au lieu de se cantonner au Rwanda, vont se masser à la frontière entre le Rwanda et les Zaïre. Que viennent-elles faire dans cette zone après que Kagame et ses hommes ont gagné la guerre? Pourquoi tous ces pays ne sont-ils pas venus au Rwanda en avril et en juin 1994 pour empêcher les génocides, les massacres et la lutte armée? Pourquoi n'ont-ils pas envoyé ces soldats au moment où le secrétaire général de l'ONU demandait avec insistance les renforcements de la MINUSMA au début du génocide? Ce qui est clair, c'est que cette présence renforcée et cette mobilisation décalée et tardive autour des vainqueurs de la guerre du Rwanda visent autre chose qu'une simple action humanitaire. D'ailleurs, quelle certitude a-t-on qu'il s'agisse effectivement d'une mission humanitaire visant à soulager la souffrance des populations civiles? Ça, c'est les interrogations de l'auteur du livre. Au regard de la situation qui prévaut sur le terrain, il devient très probable que l'intervention des troupes américaines au Rwanda, décidée par Bill Clinton, vise plutôt à apporter un soutien militaire aux rebelles de Paul Kagame pour consolider leur prise de pouvoir à Kigali. Vous comprenez vraiment l'évolution. La démonstration en sera faite plus tard, mais il faut dès à présent retenir que d'après un mémorandum du 19 août 1994 de l'état-major de cette mission dite humanitaire, Kigali est la clé d'une éventuelle stabilisation du Rwanda. Peut-on alors penser que l'aide humanitaire à venir servirait plutôt à renforcer la stabilité à Kigali et à préparer dans la plus grande discrétion l'offensive militaire au Zaïre? Il faut noter que nous sommes en 94, donc à 3 ans un peu, 3 ans avant la chute du maréchal Mobutu, à l'époque le président du Zaïre. Pour répondre à cette question, il faut examiner en période les archives des documents de la Maison-Blanche, mais aussi ceux du Pentagone et de la CIA. C'est ce que nous avons fait. Ainsi, le 20 juillet 1994, 2 jours seulement avant la décision du président Clinton d'envoyer les troupes au Rwanda, les sous-secrétaires d'État américains chargés de la défense, John Dodge, rédigent un mémorandum intitulé « Le département de la défense soutient les efforts humanitaires au Rwanda ». Pourquoi les efforts humanitaires seraient-ils nécessaires au Rwanda et pas au Zaïre? Parce qu'en réalité, le Rwanda ne regorgeait pas de déplacés internes. Tous ceux qui ont fui la guerre imposée par Kagame lors de son arrivée à la tête du Rwanda se sont plutôt réfugiés au Zaïre, donc un peu du côté du côté nord-est du Rwanda, donc au niveau de la frontière, du côté de la RDC et non du côté du Rwanda. Donc s'il y avait une mission humanitaire qui devrait avoir lieu ou qui devait être dépêché pour répondre à la situation en urgence, cette mission devrait normalement atterrir à l'est de la RDC pour soulager les souffrances des Rwandais qui ont fui la guerre rwandaise pour se réfugier à l'est de la RDC. Malheureusement, ça n'a jamais été le cas. Ces soutiens qui prétendent être humanitaires a en réalité été militaires pour renforcer les capacités des milices Tutsis afin qu'ils continuent leurs exactions comme c'est le cas 30 ans plus tard. Je continue avec la lecture. Pourquoi les efforts humanitaires seraient-ils nécessaires au Rwanda et pas au Zaïre? Messieurs Dodge préconise sans plus de précision d'envoyer des troupes américaines à Goma, au Zaïre, ainsi que les logisticiens
et des ingénieurs, du personnel de santé, des psychologues, etc. Il envisage également d'y envoyer les forces spéciales et réservistes pour assister les éléments de la mission française de l'opération Turquoise qui, eux, interviennent dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Si cette assistance aux soldats français est réelle, pourquoi les soldats américains n'ont-ils pas officiellement rejoint l'opération Turquoise dès sa mise en place en juin 1994? Le représentant américain livre finalement le fond de sa pensée dans le même document en soulignant que si les États-Unis doivent contribuer à sauver les vies humaines, la communauté internationale se doit d'abord de convaincre les réfugiés Hutus du Zaïre de retourner chez eux au Rwanda. Question: s'agit-il d'une aide humanitaire sans condition ou plutôt d'un ultimatum lancé aux réfugiés Hutus du Zaïre? Il y a manifestement autre chose dans l'effort humanitaire des États-Unis au Rwanda, car cette déclaration de M. Dodge laisse penser que la position des États-Unis n'est absolument pas ce qu'elle prétend être. Contrairement donc à l'annonce du président Bill Clinton, l'aide aux réfugiés rwandais semblait soumise à des conditions. En voulant imposer à des personnes vulnérables qui ont fui la guerre au Rwanda et qui ont été contraintes de s'exiler au Zaïre un retour obligatoire et sans discussion au Rwanda, le gouvernement des États-Unis est-il encore neutre? Autrement dit, ces retours obligatoires que souhaitent les responsables américains peut-il se faire sans prise en compte des traumatismes et des droits élémentaires reconnus aux réfugiés conformément aux conventions internationales? En somme, l'appréciation de la situation telle qu'exprimée par ces hauts responsables américains est loin d'être l'expression d'une position impartiale dans la crise des réfugiés rwandais du Zaïre. Plusieurs notes d'analyse tirées des archives américaines montrent que les responsables américains sont divisés quant à l'arrivée de leurs troupes au Zaïre et au Rwanda. Par exemple, la note du 9 août 1994 du major américain Russell affirme que la situation qui prévaut dans la région ne constitue pas une menace directe contre les intérêts des États-Unis au point de nécessiter une intervention militaro-humanitaire à Kigali. Selon lui, il ne semble ni indispensable ni même opportun de mettre davantage de moyens dans l'opération américaine Super Hope. Cette note permet surtout de constater que la mission dite humanitaire du président Clinton aurait pu s'intégrer parfaitement à l'opération Turquoise si elle n'avait pas des motivations strictement humanitaires comme l'affirme le président américain. Une seconde note du renseignement américain du 11 août 1994 précise que le nouveau régime installé à Kigali est dominé par la minorité Tutsi de l'APR, Armée patriotique rwandaise, et face à d'énormes défis pour consolider son pouvoir. Le maintien de la sécurité et de l'ordre, de la restauration de l'économie et de la réconciliation entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi. Il est donc manifeste que le gouvernement américain est bien conscient des problèmes qui se posent à Paul Kagame au moment où Washington organise le déploiement de ses troupes de ces pays, donc dans ces pays qui est le Rwanda. Et ce déploiement est donc une tentative sans trop l'afficher de venir en aide à nouveau les régimes au nouveau régime de Kigali en renforçant son système de défense et en lui donnant un accès au crédit. La question elle est là. La réponse est fournie sans ambiguïté dans la lettre adressée le 27 décembre 1994 au président Clinton par le pasteur Bizimungu, président au Rwanda depuis la prise du pouvoir par les FPR de Paul Kagame. Clinton a promis au nouveau régime rwandais une aide financière et des crédits des banques mondiales. L'octroi des crédits vise à la reconstruction d'une économie sinistrée par la guerre et le chaos.
Ainsi, l'argument d'un soutien aux efforts humanitaires au Rwanda évoqué par M. John Dodge ou par le président Clinton lui-même semble plutôt correspondre à toute autre chose qu'au soutien aux réfugiés rwandais au Zaïre. Quant à l'épineux problème des réconciliations soulevées par la même note de renseignement, rien n'est certain puisque les autorités américaines y affirment que le régime du FPR est déterminé à ce que les Hutus qu'ils jugent coupables de génocide ou de crimes contre l'humanité soient en fait poursuivis. Cette note précise aussi que ces poursuites, qu'elles soient menées par le nouveau gouvernement ou par l'ONU, risquent d'entraver la réconciliation et pourraient conduire à de nouveaux conflits ethniques. Donc en réalité ici, le gouvernement américain pense que pour la réconciliation entre les Tutsis et les Hutus, il ne faut pas que la communauté internationale intervienne, ni les conseils de sécurité. Il faut laisser au régime qui massacre ou qui qualifie de génocidaires les Hutus de pouvoir entamer ou initier la réconciliation. En d'autres termes, vous demandez aux tueurs de pouvoir pardonner à celui qu'ils qualifient d'ennemi. Et pourtant, ces mêmes tueurs est déterminé à pouvoir les tuer parce qu'ils se sentent en danger en quelque sorte. Ça ne peut pas arriver. C'est paradoxal. Et de croire qu'encore aujourd'hui, ou 30 ans plus tard, Paul Kagame, soutenu par Bill Clinton, essaye de culpabiliser le monde entier de n'avoir pas été là aux côtés des Tutsis. Tout ça, c'est faux. C'est du mensonge. C'est du vrai mensonge. Parce que là, il y a le Conseil de sécurité qui veut intervenir. Vous ne voulez pas. Et même pour la réconciliation, vous ne voulez pas, parce que vous êtes tellement déterminé à exterminer les Hutus que vous ne voulez pas qu'il y ait d'autres personnes qui soient observateurs de comment vous les massacrez. Et comme ça, dans les années qui vont suivre, vous aurez la libye de justifier vos massacres, où vous vous direz que non, les Hutus nous avaient tués et nous nous sommes vengés ou nous nous sommes défendus. J'espère que cette lumière que ces livres apportent par rapport à cette situation aidera pas seulement les Congolais, qui sont victimes de cette tragédie depuis 30 ans aujourd'hui, mais ça aidera aussi tous les Africains et tous les francophones dans le monde de pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui se passe à l'est de la RDC, de comprendre que si aujourd'hui la RDC en est victime, vos pays à vous aussi africains pourront en être victimes dans les jours à venir. Il y a quelque chose de très important que je dois absolument souligner ici, c'est que vers la chute de Mobutu ne comprenait pas tous ces phénomènes. L'arrivée des militaires américains déguisés en humanitaires dans l'est de la RDC, mais aussi au Rwanda. Mobutu ne comprenait pas. Mobutu croyait certainement que voilà, c'est pour venir en aide aux réfugiés rwandais sur les sols congolais. Mais écoutez quelque chose qui va vous choquer. Écoutez quelque chose qui va vous choquer et qui pourrait probablement vous énerver par rapport à ce qui s'est passé vraiment. Écoutez. Bill Richardson, l'envoyé spécial de Bill Clinton, résume la situation en ces termes. Mobutu était au pouvoir depuis des années. Il avait été ami des Américains, mais le temps était venu pour lui de partir. Après que l'ambassadeur lui a annoncé la nouvelle sans état d'âme, Mobutu doit se rendre à l'évidence. Les amis américains ont bel et bien fini d'être reconnaissants. Tant pis pour le vieux maréchal à qui il ne restait plus que sa tristesse et sa conscience en représentant à tout ce qu'il a donné aux Américains au détriment de son peuple et de son propre pays. Ça, c'est dans les seconds livres. Je vous ai toujours dit que ces deux livres sont en réalité complémentaires. Ces deux livres sont complémentaires. Donc, quand vous lisez Holocauste, vous vous rendez compte que Holocauste est en train de nous renvoyer du côté de ces tueurs Tutsis pour comprendre davantage les enjeux qui ont eu lieu, mais aussi des stratégies qui ont été définies officieusement et qui n'ont peut-être pas été rendues publiques jusqu'à nos jours. Alors là, je continue. Son sort apparaît en effet définitivement scellé, le sort de Mobutu. C'est ainsi que l'ambassadeur américain Dan Simpson dira « N'importe quelle intervention internationale aurait en fait servi les intérêts de Mobutu. C'est ce que voulaient les Français et c'est ce que nous ne voulons pas, nous Américains. Il n'y avait aucune raison de sauver Mobutu. » Il poursuit « Nous lui avons dit les choses très dures, par exemple que son armée allait perdre
qu'elle était incapable de défendre la ville de Kinshasa et qu'il se pourrait, même s'il refusait de quitter le pouvoir, que son cadavre soit traîné dans les rues de Kinshasa. Des gens que Mobutu considérait comme étant des amis, des gens que Mobutu considérait comme étant des partenaires. Aujourd'hui encore, le président actuel fait les mêmes erreurs pour considérer les Occidentaux comme étant des pays partenaires ou des pays amis. Ça ne se fait pas. Du moment où les intérêts des Américains ne représentaient plus rien pour Mobutu, ou du moment où Mobutu ne protégeait plus ou ne défendait plus les intérêts américains, Mobutu essayait de pouvoir renouer les contacts avec le peuple du Zaïre, Mobutu s'est vu être chassé du pouvoir et des messages humiliants du genre « si tu ne quittes pas le pouvoir, ton cadavre sera traîné dans les rues de Kinshasa » lui ont été transmis par un ambassadeur américain à Kinshasa. Comme pour dire que dans la politique, dans les relations internationales, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas au sentimentalisme, ne vous fiez pas à tous ceux qui se déclarent étant vos amis ou vos partenaires alors qu'en réalité ils ne les sont pas. Ils sont là parce que le moment leur permet de pouvoir être là à cause des minéraux, notamment ce qui s'agisse de la RDC. Ils sont là parce qu'ils ont des intérêts, ils ne sont pas là pour vous. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux compatriotes congolais de ne pas croiser les bras, de ne pas fermer les yeux, de ne pas rejeter notre responsabilité sur les autres. Prenons nos responsabilités entre nos mains et battons-nous. Mobutu ne pensait pas que ça pourrait arriver. Il les a servis pendant 32 ans. Il ne pouvait pas croire que d'un seul clic, que la situation puisse changer en sa défaveur. Mais c'est la vérité, c'est ce qui est arrivé. Et écoutez la suite avant que nous puissions boucler cette édition. Du côté de Kabila, donc Laurent Désiré Kabila, les choses vont très bien. Le 17 mai 1997, la ville de Kinshasa tombe. Les troupes de Laurent Désiré Kabila ne livreront pas la dernière et rude bataille tant redoutée. Le régime du président Mobutu vient de s'effondrer. La résistance tant attendue n'est jamais arrivée. Au contraire, la tâche a été bien plus facile que Kabila ne l'imaginait. Ces jours-là, les rebelles de l'AFDEL entrent dans la ville sous l'applaudissement ou les applaudissements accueillis en libérateurs. Une page de l'histoire politique du Congo-Zaïre se tourne sans effusion des sangs dans la capitale. À la suite de la prise de Kinshasa par l'AFDEL, une légende s'est installée dans l'opinion et dans les médias. Les militaires Tutsis de l'armée patriotique rwandaise avec à leur tête un certain James Kabarebe auraient été les fers des lances de la chute du maréchal Mobutu. James Kabarebe n'hésitera d'ailleurs pas à amplifier et à surdimensionner son rôle militaire pendant ces moments décisifs. Il déclara « J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite et je lui ai dit que nous avions pris Kinshasa. Il était très excité et très heureux. Bizarrement, Kabarebe ajoute « J'étais en plein milieu du fleuve Congo et je ne savais même pas du quel côté était le Congo-Brazzaville ni du Congo-Kinshasa. J'ai posé la question à des civils qui étaient là et ils m'ont indiqué l'endroit où débarquer. » Mais écoutez, une réalité qu'on nous a toujours cachée, mais bon, pour la plupart, parce qu'il y a des ceux qui le savent, mais la plupart d'entre nous ne savent pas. La plupart d'entre nous pensent que c'est des Kabarebe qui ont fait tomber Kinshasa, mais en réalité, c'est un Congolais. Pas le général Maël, mais un autre Congolais, militaire congolais qui a fait tomber Kinshasa. Écoutez comment il était rentré en action dans cette situation-là. En réalité, James Kabarebe n'a jamais été un acteur important dans la prise de Kinshasa. Il est arrivé après la bataille. C'est le général congolais Moufou Ndenga, venu d'Angola, avec des tigres angolais, qui est le véritable artisan de la chute de Kinshasa. Militaire chevronné et officier respecté, il a rejoint AFDEL en 1996 en tant que haut représentant militaire. C'est à lui qu'a été dévolue la mission délicate de prendre la capitale congolaise sans violence ni bain de sang. Discret et peu prolixe, il a décidé de raconter pour la première fois en quoi a consisté sa mission aux côtés
de Laurent Désiré Kabila. Je m'arrête là pour vous laisser dans le suspense et vous serez assoiffés de suivre la suite parce que c'est lui-même, le général congolais, qui était même au sein de l'armée zaïroise à l'époque et qui s'était réfugié en Angola parce qu'il s'est opposé au régime de Mobutu. C'est lui-même qui a raconté sa version des faits dans ces livres-là, dans les paragraphes qui vont suivre. Donc je vous invite à être nombreux à suivre parce que la suite sera aussi intéressante que vous pouvez le croire. Aussi intéressante que vous pouvez l'imaginer. Donc merci d'avoir suivi cette session de podcast de l'histoire de la guerre à l'est de la RDC. Soyez nombreux, mobilisez-vous et continuez à partager ces vidéos. J'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas de laisser en commentaire vos points de vue. Vous avez aussi des ouvrages à nous suggérer, vous avez aussi des informations à partager avec nous. N'oubliez pas de pouvoir nous contacter au plus 243 97 26 17 024. Faites-les pour que la connaissance soit partagée à tout Congolais. Ceci nous permettra d'être préparés à toute éventualité. Et non seulement ça, que des enfants dès les bas âges puissent grandir avec un esprit patriotique et un esprit de relève. On ne sait jamais, dit-on. Merci et à la prochaine.